Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Barallon et je vais vous accompagner lors du déroulé de cette webconférence. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour le deuxième volet de notre cycle dédié à la loi de transformation de la fonction publique. Le sujet, les carrières et les instances représentatives. La réunion durera 30 minutes et débutera dans quelques instants. Sachez que pour éviter les perturbations sonores, nous avons désactivé les micros. Pour poser vos questions, il suffira que vous utilisiez le module Q&R en haut à droite de votre menu participant. Nous y répondrons en fin d'intervention. À l'issue de la conférence, vous pourrez télécharger le support. Désormais, un récapitulatif de toutes les questions posées accompagnées de leurs réponses sera également disponible sur votre espace client. Maintenant, et sans plus attendre, laissons place à nos experts, Sophie Levé et Sarah Giban. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour le deuxième volet de notre série de webconférences dédiée à la loi de transformation de la fonction publique avec un focus plus particulier sur la fonction publique territoriale. Lors du premier volet le mois dernier, nous avons abordé les nouveautés et les évolutions relatives aux agents contractuels territoriaux. Aujourd'hui, nous nous attacherons à voir les impacts de la loi sur les instances de dialogue social et la carrière au sens large du terme des fonctionnaires. Mais sans plus attendre, voyons avec Sophie quel sera le sommaire de notre présentation. Au sommaire de cette nouvelle WebActu, 4 thématiques seront abordées. La première portera sur les instances, puis nous verrons les positions des fonctionnaires territoriaux et nous aborderons enfin les problèmes liés à la carrière et à la rémunération de ces agents. Vous pourrez ensuite nous poser vos questions auxquelles nous répondrons. Pour la première partie, nous allons voir donc les éléments liés aux instances avec Sarah qui vous présentera la création d'une nouvelle instance, le comité social territorial. Puis nous aborderons la simplification des architectures des CAP et des CCP et le recentrage des compétences des CAP. Nous verrons également la création des centres interdépartementaux uniques, nouveauté de la loi d'août dernier. Enfin, Sarah vous présentera les conséquences des fusions sur l'organisation des instances du dialogue social. Voyons tout de suite le comité social territorial, Sarah. Alors, la loi du 6 août a profondément réorganisé les instances de dialogue social sur le modèle de celles qui existent dans le droit privé, afin de renforcer en fait les attributions des respectives des comités territoriaux et des CHSCT et pour améliorer le rôle des représentants du personnel dans le dialogue social, la loi du 6 août a organisé la fusion de ces deux instances pour n'en créer qu'une seule, le comité social territorial. Cette nouvelle instance, elle sera mise en place lors du prochain renouvellement des instances en décembre 2022, dans les conditions de seuil qui existaient déjà, à savoir dans chaque collectivité employant au moins 50 agents, auprès de chaque centre de gestion et lorsque la nature ou l'importance le justifie, au niveau de services ou de groupes de services d'une collectivité. Les collectivités et leurs établissements publics ont toujours la possibilité, sur délibération concordante, de créer une instance commune, donc là on parlera de CST commun, et puis notez que qu'une formation spécialisée en fait en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail doit être créée au niveau du CST, dans les collectivités qui emploient plus de 200 agents et dans les services départementaux d'incendie et de secours. La loi organise des dispositions transitoires entre la date de publication des dispositions réglementaires et la date de décembre 2022, donc date de renouvellement et de mise en place de cette instance, puisqu'elle prévoit l'intervention en fonction des questions, l'intervention seule ou de façon conjointe des CT et des CHSCT. Alors qu'en est-il de l'impact de la loi sur les CAP? Rappelons-le tout d'abord, les CAP avaient été créés pour justement permettre une égalité de traitement entre les agents. Leur fonctionnement a créé des impacts négatifs sur la situation des agents et le traitement de leurs dossiers. Pour remédier à cela, le législateur a simplifié l'architecture des CAP, mais également des CCP. S'agissant des CAP, désormais sont supprimés les groupes hiérarchiques. Rappelons-le, c'était les groupes de base et les groupes supérieurs.
Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une seule CAP par catégorie et non plus par cadre d'emploi. Il est également désormais possible de créer une CAP unique pour plusieurs catégories si l'insuffisance des effectifs le justifie. À ce jour, nous n'avons pas de précision sur cette notion d'insuffisance des effectifs qui justifierait la création d'une CAP unique. Peut-être que cela viendra ultérieurement. S'agissant des CCP, là aussi une suppression des CCP par catégorie avec la création d'une CCP unique pour l'intégralité des agents contractuels de toutes catégories confondues de la collectivité ou de l'établissement. À noter que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'au prochain renouvellement général des instances, soit en décembre 2022. Voyons maintenant le recentrage des compétences avec Sarah. Alors, ce recentrage des compétences, il s'explique essentiellement de deux façons. D'abord, les compétences, on va dire, actuelles des CAP nuisent, alors notamment par leur nombre très élevé, à la bonne gestion individuelle des ressources humaines. Et puis, la deuxième raison, c'est la volonté clairement affichée du gouvernement de renforcer le rôle des représentants syndicaux, donc de renforcer le rôle des instances de dialogue social dans la gestion, en dépassant, si vous voulez, les seules questions de gestion statutaire par cadre d'emploi, comme Sophie le faisait remarquer. C'est la raison pour laquelle la loi du 6 août a institué les lignes directrices de gestion qui vont venir définir les orientations générales en matière de promotion, de valorisation des parcours professionnels. Ces lignes directrices de gestion, elles seront arrêtées par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'autorité territoriale disposera d'une marge de manœuvre plus grande, en fait, plus importante dans la gestion de sa politique de ressources humaines, en arrêtant, après concertation avec les représentants du personnel, eh bien, les critères de choix en matière notamment d'avancement et de promotion. Il en découle du coup une suppression de l'avis préalable des CAP sur un certain nombre de décisions. Il s'agit donc des décisions d'avancement de grade, de promotion interne, de mutation et de mobilité, avec un recentrage des compétences de cette instance aux seules décisions individuelles défavorables. Au niveau du calendrier de mise en place donc, de ces lignes directrices de gestion, eh bien, la première application de ces LDG se fera dans le cadre de l'élaboration des décisions individuelles d'avancement de grade et de promotion interne prises au titre de l'année 2021. Le recentrage des CAP se fera donc à compter du 1er janvier 2021. Les compétences actuelles de la CAP restent inchangées jusqu'au 31 décembre 2020, à l'exception néanmoins des décisions relatives aux mutations et aux mobilités qui ne relèvent plus de la CAP dès janvier 2020, dès janvier prochain. S'agissant d'une nouveauté, une nouvelle instance presque créée par la loi de transformation de la fonction publique, ce sont les centres interdépartementaux uniques. Désormais, des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités d'outre-mer situés dans la même zone géographique ont la possibilité de fusionner et de créer un centre interdépartemental unique. S'agissant du formalisme, il est nécessaire que le conseil d'administration de chaque centre de gestion, après avis de leur comité social territorial, délibère pour acter de cette fusion. Il en découlera une substitution de ces CIU au centre de gestion fusionné. La conséquence pour les agents, c'est qu'ils seront réputés relevés dès la date de création du centre interdépartemental unique de ce dernier, avec le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Pour les agents contractuels, ces derniers se verront aussi la faculté de conserver leur clause substantielle des contrats qu'ils avaient avec l'ancien centre de gestion. Dernière évolution concernant les instances, c'est l'inscription dans la loi du 26 janvier 1984 de la conduite à tenir en cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public suite à une fusion.
Jusqu'à présent, les textes étaient muets. Notre position était de préconiser et de dire qu'il fallait nécessairement redésigner des instances de dialogue social. Aujourd'hui, l'article 33-4 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe de nouvelles élections dans un délai d'1 an, au plus tard après la date à laquelle la nouvelle collectivité ou le nouvel établissement public est créé suite à fusion. Alors, sauf si, dans ce délai, sont organisées des élections générales pour désigner les représentants du personnel au sein de ces instances. Il existe une exception, enfin des exceptions à ce principe de nouvelles élections, c'est lorsque les collectivités, enfin les instances des collectivités ou des établissements publics qui fusionnent dépendent toutes d'un centre de gestion et, condition cumulative, que l'établissement ou la collectivité issue de la fusion voit également ces instances dépendre du même centre de gestion. Et puis, la loi prévoit également des dispositions transitoires dans l'attente de l'organisation de ces élections anticipées, puisque, là encore, en fonction de questions, elle prévoit que les instances, donc CST, CAP et CCP, siégeront en formation commune. Elle prévoit également le maintien des droits syndicaux qui sont constatés à la date de la fusion. Au sommaire de cette deuxième partie de notre présentation, tout ce qui relève des positions des fonctionnaires. Sarah vous présentera la problématique du double détachement et de la promotion interne, puis nous verrons la création du détachement d'office en cas d'externalisation d'une activité, pour terminer par les aménagements en matière de mobilité. Concernant le double détachement et la promotion interne, on vous rappelle, et c'est important, le principe selon lequel, normalement, il est interdit d'être doublement détaché. La loi organise aujourd'hui un aménagement, puisque un fonctionnaire qui est détaché et qui bénéficie d'une promotion interne va pouvoir être maintenu en position de détachement pour pouvoir accomplir son stage probatoire dans son nouveau cadre d'emploi. Alors, à la condition que le détachement initial ait légalement pu intervenir si l'agent avait été titularisé dans ce nouveau cadre d'emploi. Attention, il résulte en fait des travaux préparatoires de la loi d'août 2019 que cet aménagement, ce nouveau dispositif, répond à une attente qui était fréquemment exprimée tant par les employeurs territoriaux que par les fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel. Néanmoins, à la lecture du texte, son application semble beaucoup plus large que la seule application aux fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel, et elle sera d'ailleurs beaucoup plus facile à appliquer sur les hypothèses de détachement sur contrat de droit public ou sur contrat de droit privé, puisque dans ces deux hypothèses, il n'y a pas de condition qui subordonne la régularité du détachement. Une nouvelle possibilité offerte par la loi de transformation de la fonction publique, la création d'un détachement d'office en cas d'externalisation d'une activité. Alors le législateur a créé ce détachement pour justement permettre de favoriser les réussites opérationnelles d'externalisation d'activité, mais également le fonctionnement normal du service qui fait l'objet d'une externalisation, puisque le régime statutaire actuel ne permettait pas de favoriser et d'accompagner les nouveaux modes de gestion du service. Donc, ce qui est créé par la loi, c'est la possibilité pour une personne morale de droit public de transférer une activité à une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un SPIC. Il a alors la possibilité de détacher d'office les fonctionnaires affectés à l'activité transférée. Il y a toutefois des garanties qui sont apportées par le texte pour permettre ce détachement. La première des garanties est celle visant à permettre à accueillir les agents sous contrat de droit privé à durée indéterminée. Cet accueil doit se faire sous réserve de l'accord préalable de l'organisme d'accueil dans le cadre du contrat qui fait l'objet du transfert d'activité. La deuxième garantie, elle est double et elle concerne la rémunération du fonctionnaire qui est détaché. La loi prévoit que
la rémunération donc, du contrat de droit privé doit être au moins égale à la rémunération que l'agent percevait dans sa collectivité d'origine, sans pouvoir être inférieure à celle qu'un salarié de la structure d'accueil qui exerce les mêmes fonctions perçoit. Autre garantie, celle apportée en cas de renouvellement du transfert de l'activité, puisque le fonctionnaire détaché d'office se verra renouveler d'office son détachement initial. Si cela entraîne la conclusion d'un nouveau contrat, la structure d'accueil a l'obligation de reprendre les clauses substantielles du contrat précédent. Et dernière garantie, c'est à l'issue du contrat qui lie la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil. À ce moment-là, l'agent a deux options. Soit il va opter pour sa radiation des cadres avec la perception d'une indemnité. Cette radiation, elle peut également être sollicitée à tout moment durant le détachement. Deuxième possibilité, il peut solliciter sa réintégration, qui est une réintégration de plein droit, dans un emploi qui relève de son cadre d'emploi. Et ce droit à réintégration est également prévu pour les agents qui feraient l'objet d'un licenciement par l'organisme d'accueil en cours de détachement. À noter qu'un décret d'application est attendu pour cadrer un petit peu les choses et notamment nous préciser ce montant d'indemnité ou s'il existera un plafond. S'agissant des aménagements en matière de mobilité, ils sont de deux types. Le premier concerne les agents qui sont en disponibilité de droit pour suivre leurs conjoints. Désormais, leurs modalités de réintégration sont les mêmes que pour les agents en disponibilité d'office pour raison de santé. Les modalités de réintégration vont dépendre de la durée de la disponibilité. Si celle-ci n'a pas excédé 3 ans, l'agent sera alors réintégré soit sur son emploi ou sur un emploi de son cadre d'emploi ou à défaut, maintenu en surnombre pendant une durée de 1 an. Si la disponibilité a excédé 3 ans, l'agent se verra alors proposer une des 3 premières vacances d'emploi. Attention, l'entrée en vigueur de cette disposition n'est pas immédiate puisque ça s'appliquera pour les disponibilités à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, la durée des disponibilités accordées antérieurement à cette date sera prise en compte pour l'application de ces modalités de réintégration. Deuxième aménagement en matière de priorité, il consiste finalement en un droit de priorité qui est accordé aux fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant. Alors Sophie reviendra sur cette notion de proche aidant juste après, concernant le congé qui leur est créé par la loi. Donc ces fonctionnaires qui ont la qualité de proche aidant bénéficient d'une priorité pour leur demande de mutation ou de détachement. Alors, on en a fini en ce qui concerne les évolutions et les nouveautés introduites par la loi en matière d'instance et de position. Il est temps maintenant de passer à celles qui concernent la carrière de nos fonctionnaires. Donc, on verra d'abord celle concernant le recrutement, la valeur professionnelle et le congé de proche aidant. Et puis, on verra que la loi est venue introduire un certain nombre de garanties aux agents qui bénéficient d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant. Et enfin, les évolutions concernant le recrutement des agents à temps non complet. Alors, première évolution, Sarah, c'est celle du recrutement, puisqu'il est désormais possible d'organiser des concours sur titre à toutes les filières de la fonction publique territoriale. Nous n'avons plus cette limite qui était celle uniquement pour les filières sanitaires et médico-sociales. Deuxième évolution, c'est l'inscription dans la loi du 13 juillet 83 du principe de l'appréciation annuelle de la valeur professionnelle. Donc c'est un principe qui va s'appliquer aux 3 versants de la fonction publique et cette notion de valeur professionnelle se substitue aux notions préexistantes de notation et d'évaluation. Plus spécifiquement pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale a désormais la possibilité de formuler des observations sur le compte-rendu de l'entretien qui est mené par le supérieur direct de l'agent. À l'occasion d'ailleurs de cet entretien, une information doit être communiquée à l'agent sur la situation de son compte personnel de formation. Et puis, la CAP interviendra aujourd'hui exclusivement à la demande du fonctionnaire qui aura la possibilité de saisir cette instance pour demander la révision du compte-rendu de son entretien.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021 pour les entretiens qui sont conduits au titre de l'année 2020. Autre nouveauté créée par la loi de transformation de la fonction publique, la création d'un congé de proche aidant qui peut être accordé à un fonctionnaire dont un proche est soit affecté d'un handicap ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Cette perte d'autonomie n'est à ce jour pas précisée, que ce soit par l'étude d'impact ou par des doctrines. Mais nous pouvons considérer que peut-être que dans le décret d'application, ce sera précisé. Ce congé est accordé pour une durée de 3 mois, renouvelable, dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière de l'agent. Il est possible de le prendre sous forme de fractionnement ou sous la forme de temps partiel. Il est important que l'agent ait en tête que pendant la durée de ce congé, il ne bénéficiera pas du maintien de sa rémunération. Mais toutefois, cette durée sera prise en compte au titre de ses services effectifs pour le calcul de la création et de la liquidation de ses droits à pension. Ce congé étant effectivement assimilé à une période de service effectif. Les garanties qui sont aujourd'hui apportées en termes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant, puisque là aussi le législateur avait constaté que ces deux positions étaient en réalité prises majoritairement par des femmes et aboutissaient à creuser un écart entre les hommes et les femmes. Pour résoudre cela, le législateur prévoit désormais un maintien des droits à l'avancement de ces agents dans une limite de 5 ans pour l'ensemble de la carrière, et là aussi la période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emploi. Et revenons, Sarah, sur cette limite de 5 années. Alors, cette limite des 5 ans constitue en fait un plafond global auquel peut prétendre un agent au titre de l'une ou de l'autre des positions ou au titre des 2 positions. C'est-à-dire qu'un agent qui bénéficierait au cours de sa carrière et d'un congé parental et d'une période de disponibilité pour élever un enfant ne pourra pas avoir un maintien de ses droits à l'avancement au titre de ses positions au-delà d'une période de 5 ans. Cette même limite existe également, on l'évoque très rapidement aujourd'hui, pour les agents qui bénéficient d'une disponibilité pour élever un enfant et d'une disponibilité au cours de laquelle ils exercent une activité professionnelle. Concernant maintenant les évolutions relatives aux agents à temps non complet. On est parti en fait du constat, enfin le gouvernement, le législateur est parti d'un constat que les employeurs territoriaux sont confrontés à une difficulté chronique en termes de recrutement d'agents à temps non complet, notamment sur les emplois à faible quotité horaire. Donc, fort de ce constat, le législateur est venu simplifier ces conditions de recrutement. Aujourd'hui, vous savez que c'est le décret de 91 et combiné à la loi de 84 qui viennent déterminer quelles sont les collectivités qui peuvent recruter des agents à temps non complet, pour quel cadre d'emploi et le cas échéant dans quelle limite, puisque le nombre d'agents à temps non complet peut être limité. Eh bien, avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, aujourd'hui, toutes les collectivités ont la possibilité, quel que soit le cadre d'emploi, quelle que soit la quotité de temps de travail afférent à l'emploi, de recruter des agents à temps non complet. Ça implique du coup la suppression de la notion de fonctionnaire intégré ou non intégré, et ça va de pair avec l'élargissement du recours au contractuel par les employeurs territoriaux pour pourvoir des emplois à temps non complet dont la quotité de temps de travail est inférieure à la moitié de la durée légale. On l'a vu lors du premier volet. Aujourd'hui, toutes les collectivités, quelle que soit leur strate démographique, peuvent recruter des contractuels sur les emplois à temps non complet à moins de 50%. Parallèlement à ça, la loi aujourd'hui prévoit que les agents à temps non complet qui verraient soit leur emploi supprimé, soit la quotité horaire afférente à leur emploi modifiée et qui refuseraient cette modification, eh bien, bénéficient d'une prise en charge ou d'une indemnisation, indemnisation qui sera fonction de l'âge, de l'ancienneté de l'agent et du nombre d'heures de service accomplies hebdomadairement par lui. Des précisions seront nécessairement apportées par un décret.
Dernière partie de notre présentation, elle concerne la rémunération. On verra que des nouveautés ont été introduites concernant le régime indemnitaire, qu'il y a eu également des nouveautés concernant les modalités d'application du jour de carence, et une question que l'on attendait depuis longtemps, le sort du supplément familial de traitement en cas de garde alternée, qui est enfin réglé par la loi. Rapidement, concernant le régime indemnitaire, l'article 88 de la loi du 26 janvier 84 ouvre aujourd'hui la possibilité pour les organes délibérants, qui sont compétents pour déterminer le régime indemnitaire, de prendre en compte dans cette détermination les résultats collectifs du service. La loi est également venue inscrire le principe de maintien du régime indemnitaire d'un agent dans les mêmes proportions que son traitement lorsqu'il bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption et d'un congé de paternité. Alors, cette inscription, elle va, c'est pour renforcer l'égalité homme-femme notamment. Attention, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que ce principe de maintien est inscrit dans ces hypothèses dans la loi que vous n'avez plus la possibilité aujourd'hui par délibération de prévoir un régime de maintien des primes et indemnités dans les situations de congé de maladie, tant que vous le faites en respectant le principe de parité. S'agissant du jour de carence, la loi est venue un petit peu modifier et étendre les cas d'exclusion, puisque, rappelons-le, initialement, le congé de maternité était déjà exclu de l'application de ce jour de carence, puisqu'il ne s'agit pas d'un congé de maladie. Le congé pathologique, de la même manière, était exclu de l'application de ce jour de carence, puisqu'il relevait du régime du congé de maternité. Nouveauté apportée par la loi, c'est l'exclusion de tous les congés de maladie, compris entre la date de déclaration de grossesse de l'agent et le début du congé de maternité. Cette disposition vise à ne pas faire peser sur les femmes en situation de grossesse des conséquences financières par l'application du jour de carence. S'agissant du supplément familial de traitement et de la garde alternée, rappelons-le, c'est quelque chose qui était attendu depuis beaucoup d'années, puisque déjà depuis 2006, au niveau des allocations familiales, les textes avaient été modifiés de manière à prendre en compte la situation de la garde alternée. À de nombreuses reprises, les députés, les sénateurs, très récemment le défenseur des droits, avaient fait remonter cette discrimination pour les agents publics. Eh bien, désormais, depuis le 9 août 2019, l'article 20 de la loi du 13 juillet 83 est modifié et prend en compte cette situation de garde alternée. Cela veut dire désormais qu'il peut y avoir un partage du supplément familial de traitement. Deux cas de partage, soit à la demande des parents, soit en cas de désaccord des parents sur la désignation du bénéficiaire, l'autorité territoriale procédera de facto à un partage du supplément familial de traitement. Voilà, nous en avons terminé de notre présentation. Nous écoutons vos questions. Anne. Alors merci Sophie, merci Sarah. Une première question sur les collaborateurs de cabinet et savoir s'ils peuvent bénéficier du double détachement. Alors, j'imagine que voilà, la question est de savoir si un agent détaché sur un contrat de collaborateur de cabinet peut être maintenu en détachement pour bénéficier d'une promotion interne dans son administration, enfin dans sa collectivité d'origine. Comme je l'indiquais tout à l'heure, même si le texte a été élaboré pour répondre à une attente plus spécifique, on va dire, des agents qui sont détachés sur emploi fonctionnel, la rédaction du texte aujourd'hui est très large et à notre sens, elle permet tout à fait de l'appliquer dans les cas de détachement, alors sur un contrat de collaborateur de cabinet ou sur un emploi, par exemple, au sein d'un organisme privé, par exemple. Je dois adopter une décision de mutation d'un agent. Est-ce qu'il faut que je consulte la CAP dont relève l'agent ? Alors, comme Sarah vous l'a précisé lors de la présentation, effectivement, il y a une application et une entrée en vigueur différée du recentrage des compétences des CAP. Tout dépend de la date à laquelle votre décision de mutation doit intervenir. Si elle intervient avant janvier 2020, effectivement, vous devez suivre le processus habituel, à savoir saisine de la CAP.
Si elle intervient après janvier 2020, et bien dans ces cas-là, vous serez dispensé de la saisine de la CAP puisque cela ne relèvera plus de son champ de compétences. Quel est le montant de l'indemnité pouvant être versé à un agent radié des cadres suite à un détachement d'office en cas d'externalisation d'une activité? Alors, pour le moment, on n'a pas de précision dans les textes sur les modalités de calcul de cette indemnité et donc sur son montant. Le texte est venu préciser effectivement que l'agent, en cas de radiation, enfin s'il sollicite cette radiation, aura un droit à indemnité, mais on attend en fait des précisions réglementaires pour pouvoir répondre à cette question. La possibilité de détacher d'office des agents en cas d'externalisation d'une activité est-elle possible pour toutes les activités? Alors justement, sur le détachement d'office, on n'a pas vraiment de précision dans le texte puisqu'on nous dit une personne morale de droit public qui transfère une activité. On ne nous dit pas une activité d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quand même un doute sur est-ce que ce sont toutes les activités, donc administratives ou industrielles et commerciales, ou ça visait uniquement les activités industrielles et commerciales. C'est vrai que j'apporte une petite précision, même si le débat reste entier. On s'est posé la question parce qu'on parle quand même d'agents, donc de fonctionnaires qui vont être détachés. Donc si à la base ils sont fonctionnaires, c'est que a priori ils sont affectés sur un service public à caractère administratif, puisque le principe normalement c'est que les agents qui sont affectés à un service public à caractère industriel et commercial doivent normalement avoir la qualité d'agent de droit privé. Donc à notre sens, ça viserait globalement tout type d'activité. Peut-on faire appel à des contractuels de catégorie C pour renforcer des effectifs sur une courte période? Alors sur effectivement le recrutement des agents de catégorie C, si cela est dû à une courte période, on est plus sur un mode de recrutement classique, sur un emploi non permanent, c'est-à-dire pour satisfaire soit un manque en raison d'un accroissement saisonnier d'activité ou d'un accroissement temporaire d'activité, donc rien n'est interdit. Alors nous arrivons au terme de cette demi-heure, on va prendre une dernière question, de toute façon ne vous inquiétez pas, nous répondrons à l'ensemble de vos questions ultérieurement. Est-ce qu'on peut établir un contrat à durée indéterminée à un agent à temps non complet sur un EPCI de plus de 20 000 habitants? Alors ces questions, c'est vrai qu'on les avait plutôt abordées lors du premier volet de notre série de webconférences qui concernait plus spécifiquement les agents contractuels. Bon, le principe de toute façon n'a pas été modifié par la loi de transformation de la fonction publique. On reste sur le principe selon lequel les agents contractuels, qu'ils soient recrutés sur un emploi à temps complet ou sur un emploi à temps non complet, et quelle que soit la strate démographique, le sont toujours de toute façon initialement par un contrat à durée déterminée. Après, en fonction du motif, du fondement sur lequel l'agent contractuel aura été recruté, il pourra voir, le cas échéant, son contrat transformé en contrat à durée indéterminée. Mais initialement, on est toujours sur un recrutement en CDD, voilà, sauf après hypothèse particulière de reprise de services antérieurs, mais voilà, ça ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Puisque rappelons-nous juste une précision, l'agent contractuel, le recrutement d'un agent contractuel, c'est une dérogation au principe du recrutement du fonctionnaire, toujours une priorité du fonctionnaire. Eh bien, merci Sarah et Sophie. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mois prochain, le 21 novembre, pour le dernier volet de cette présentation de la loi de transformation de la fonction publique. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.